Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour, bonsoir, bienvenue! Comment ça va? Incroyable. Incroyable. Le stream du lundi qui va bien. Merci pour les subs. Guise, Tilo, Jazz Viking, MXS, Purple Maze, Otrubs, Doro, Troboul. Merci à vous pour vos subs. Bonjour, il fait chaud. Ouais, il fait chaud, c'est agréable. On va pas se plaindre. J'en vois qui se plaignent. Attention, hein. Après l'été pourri qu'on a eu. Hop. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que la semaine a bien démarré. Il y en a pour qui c'était la rentrée aujourd'hui? Merci, Lonchu. Il y en a qui ont fait leur rentrée des classes? Ou au boulot? Ouais, oui. Les gosses? Ah bah ouais, les gosses, ouais. Ouais, les gosses, les gosses. Il y en a qui ont des gosses qui sont rentrés aujourd'hui? Est-ce que vous avez posté une photo sur les réseaux sociaux de vos enfants avec des cartables? C'est la règle, hein, c'est obligatoire, hein. Si vous le faites pas, vous êtes des mauvais parents, hein. Attention, hein. Oui, terminal. Ah ouais, terminal. Le mien rentre demain. Rentrée des classes pour moi. C'est détestable. Oh, ça va. Détestable. Je suis en CP. D'accord. Bravo pour ta rentrée. Ma belle-mère, elle a fait ça avec mon neveu. Non, nous, dans la famille, ma soeur, elle prend des photos, mais elle les envoie qu'à la famille. Elle les met pas sur les réseaux sociaux. Le WhatsApp familial, tu connais. Voilà, ça nous fait tous plaisir. Mais les réseaux sociaux, on peut s'en passer. C'est pas très important. Prof qui rentre demain. Ah ouais, putain, il y en a des profs aussi dans le chat. Il y a des profs qui vont faire leur rentrée là. Genre, genre école, collège, lycée, fac, formation professionnelle, je sais pas quoi, animateur périscolaire. Ouais, c'était aujourd'hui. Prof ici, prof de SES ici. Moi, je suis prof. Oui, déjà fait. Oui, en CE2. Putain, trop bien, il y a plein de profs. Prof en collège. Bah, GG les profs. Bah, bon courage à vous, bonne année à vous. Bonne année scolaire, j'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'il y aura des voyages de classe. Que vous allez aller dans les volcans d'Auvergne. Je vous le souhaite. J'espère qu'il y aura du budget. Merci Dry Knight, merci Plaisantin et merci 417. Y jeter quelques élèves. Ouais, voilà, tu jettes quelques élèves dans les volcans, évidemment. La base. Voyage au bout de l'enfer. Voyage archéologique cette année. Oh, c'est cool ça. Moi, quand j'étais petit, on avait eu un voyage de classe comme ça. Mais je crois que c'était en Auvergne, hein. Et on était allé ramasser tu sais, des fossiles dans le lit de la rivière. Comment ça s'appelle là, les trucs entortillés sur eux-mêmes? J'avais trouvé ça trop cool. On m'a expliqué que le bordel, il avait plusieurs millions d'années. J'étais en mode sérieux. Les ammonites. Les ammonites. Je me souviens, les ammonites. Ah ouais, j'étais petit, hein. Franchement, je devais être en CP, je crois. Et ouais, j'étais en CP. La maîtresse, elle avait filmé avec un caméscope. Je vous parle de ça, c'était les années 1990, hein. C'était au siècle dernier, hein. Et donc la maîtresse, elle avait un caméscope. Et les parents d'élèves, ils s'étaient cotisés pour payer un monteur qui avait fait un petit montage. Genre film de vacances. À l'époque, il fallait payer des gens pour le faire parce que personne savait le faire. Enfin, personne n'avait bon de montage, tu vois. Et donc, on avait fait une projection à l'école avec les parents qui étaient là. On était là avec nos ammonites et tout, devant la caméra. Voilà. C'est mon anecdote de voyage scolaire. Mais c'était trop cool. Le pestacle. Ouais, c'est ça, le pestacle de fin d'année. Ah non, mais attends, on faisait une. Attends, il y avait une kermesse de fin d'année aussi quand j'étais petit. Putain, j'avais oublié ça. On faisait une kermesse à la fin de l'année. Et sur un vieux truc pourri de tirage au sort, de chamboule tout, je sais pas quoi, j'avais gagné un paquet de cartes à collectionner, c'était des cartes Panini de football. J'en avais rien à foutre du football. Moi, je voulais les cartes Pokémon. Je suis pas fou.
Bon, bah voilà, je m'étais fait niquer. Je me souviens, j'avais pleuré. Il y a des films de toi en train de danser sur du lori en CM2. Ah, je pense pas que ça a été capté par une caméra, ça, malheureusement. Les cartes Pokémon en quelle année? 99-2000? Alors j'étais plus en CP, hein, j'étais plus grand. Je crois que je rentrais au collège à ce moment-là, hein. Ça devait être en CM2. Pokémon, c'est sorti en 98, 99, non? En France, je veux dire. Je suis né en 98. Ah. En France, c'était 99. Ok, c'est bien le souvenir que j'avais, c'était 99. Et ouais, je me souviens parce qu'à la rentrée en 6ème, on avait un seul débat dans la cour de récré. C'était Carapuce, Salamèche ou Bulbizarre. Et il n'y avait pas d'autre débat. Aucun autre débat. Et c'est comme ça qu'on se faisait des potes ou pas, hein, attention, hein. Et évidemment, la réponse scientifique à la question, c'est Salamèche. Et tous les autres qui répondent autre chose méritent la mort. C'est pas moi, c'est la science. Je suis désolé. Ici, ça a pleuré parce que j'avais reçu une dinette. Du coup, j'étais allé me couper les cheveux dans la salle de bain à la Mulane. Attends, je t'imagine avec les cheveux courts. Il faut une constituante. Il faut une constituante pour déterminer le meilleur starter de Pokémon rouge et bleu. Bah, je suis d'accord, il faut organiser une constituante. On peut pas continuer comme ça. On peut pas être un pays aussi divisé. C'est pas possible. On peut pas faire nation avec des gens qui prennent Carapuce. Moi, je suis désolé. Attends, je suis un mec sympa, hein, mais. Hmm. Bulbizarre. Toi, ça fait 3 fois que tu tapes Bulbizarre en majuscule dans le chat. T'as l'air très en colère. Je t'ai niqué ton lundi soir. Je suis désolé. Motion de censure contre Salamèche. J'ai jamais été hypé par les Pokémon. Oh si, moi je l'ai carrément été. Mec, en l'an 2000, j'avais 12 ans. J'étais pile poil l'âge. Laisse tomber, j'étais le mec le plus hypé de l'univers. Et en vrai, c'est con, j'aurais été un tout petit peu plus vieux, j'aurais pu être hypé par Zelda, qui était sorti l'année d'avant, je crois. J'ai un doute. Pokémon Go, c'était incroyable comme regain de hype. Ouais, c'était trop bien Pokémon Go. Franchement, c'était une très bonne hype. Très bon jeu. Bon délire. Très bon délire Pokémon Go. Ah, c'est bon, il y a un sondage dans le chat. Il y a un sondage dans le chat, le peuple peut s'exprimer. Est-ce que c'est Carapuce, Salamèche ou Bulbizarre? Ou Pikachu? Mais non, il n'y avait pas Pikachu en starter dans les Pokémon rouge et bleu. Et vous pouvez voter pour dire ce que vous en pensez. Même si c'est consultatif, hein, parce que je rappelle que la science a déjà tranché. Après vous faites ce que vous voulez, hein, mais bref. Après, voilà quoi. Votez Bulbizarre, soyez pas des moutons. Si, il y avait Pikachu dans le Pokémon jaune de la Gen 1. Alors, le Pokémon jaune est sorti après. Les deux premiers, c'était rouge et bleu, et le Pokémon jaune est sorti un an plus tard, je crois. Où effectivement, tu commençais avec Pikachu. Évidemment, Pikachu était le Pokémon le plus populaire, donc ils ont fait une version spéciale Pikachu, c'était le Pokémon jaune et tout machin. C'est ouf que ce soit si équilibré malgré toutes ces années. Non, j'avoue, c'est méga équilibré le vote. Vous êtes super équilibré dans vos votes. Quand je vous dis que la France est coupée en trois, c'est ça la tripolarisation politique. On est en plein dedans, hein. On dirait l'Assemblée. J'ai jamais voté pour un truc aussi important, je suis ému. Euh... Impossible de monter une équipe avec un leader solide. Ah non, on peut pas. Un leader charismatique là, pour faire un parti. Un parti carapuce.
Pokémon m'a radicalisé. Euh, Bon, donc ça, c'était la rentrée des classes en 99 et en 2000. Ça, c'était Pokémon dans la cour de récréation, il n'y avait pas d'autres sujets de discussion. Aujourd'hui, ils parlent de quoi, les jeunes? Qu'est-ce qu'ils racontent? Vous croyez qu'ils s'inquiètent pour Inoxtag? TikTok? Ah mais TikTok, c'est pas un sujet. TikTok, c'est une appli. Enfin, je veux dire, il se passe des trucs dans TikTok. Daesh. Que ça ce matin devant les collègues, c'était ouf. Les collèges, c'était ouf. De quoi, TikTok? Ou la dernière rumeur du Premier ministre. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que les élèves, dans toutes les cours de récréation de France, ils discutent de qui pour le poste de Premier ministre. C'est le sujet. Et ils se font des amis ou pas en fonction de la réponse. Hein. Il y en a qui s'engueulent. Ah, ouais, ouais. Ah, à mon avis, c'est le sujet. Hein. Ils ont raison. Ils s'inquiètent de la fragilité des marchés financiers. Le petit Timothée qui arrive qui fait dis donc, c'est hyper inquiétant, la France est en procédure de déficit excessif. Avec les perspectives de croissance et l'inflation, on va devoir trouver 25 milliards d'euros d'économies sur le budget de l'État. Ok, Timothée. Va manger tes crottes de nez plus loin. Timothée HPI. Je prends toujours un coup de vue avec Pokémon, j'ai pas connu, j'avais déjà 16 ans quand ça a débarqué. Bah ça je comprends. Hein. Ouais, ça je comprends, on est tous passés à côté d'une mode parce qu'on était trop vieux. Hein. Moi la tectonique par exemple, je suis complètement passé à côté. Et c'est pas plus mal. En plus c'est pas vrai, parce que la tectonique c'est 2007. J'avais... J'avais 18 ans. Bah oui, c'est ma première présidentielle. Donc ouais. J'aurais pu. J'aurais pu être un tectonique killer. Mais non, en vrai, c'était les collégiens qui faisaient ça, c'était pas les lycéens. Harry Potter, du coup, trop vieux. Non, 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 Harry Potter, j'ai connu. Alors, j'étais pas un Potterhead, moi, pas du tout. J'en ai connu des Potterhead, mais moi, j'étais pas Potterhead. J'avais vaguement essayé de lire un des bouquins, ça m'avait saoulé. Et quand les films sont sortis, je me suis hypé comme tout le monde, j'ai bien aimé les films, mais j'en ai pas fait des caisses, quoi. Harry Potter, vraiment pas ouf. Oh, je suis pas d'accord, c'était vachement bien, Harry Potter. Les films et tout, c'était trop bien. Bah, oui, évidemment, quand t'étais hypé par le truc, oui. Si t'étais pas hypé, effectivement, tu peux t'en foutre, hein. Après, je préférais quand même Le Seigneur des Anneaux. Hmm. Mais quand j'étais petit au cinéma, c'était soit Harry Potter ou Les Profs avec Kev Adams. Dur, vachement dur. Hmm. Comme starter, Hermione, Harry ou Ron. Hmm. Starter Hermione, évidemment Raphaël, évidemment. Macron en mode Sauron, un anneau pour les dominer tous. Ah bah on va en parler. Oui parce que bon, passons aux choses sérieuses. Bon, la rentrée des classes, bravo, félicitations, bravo les profs, bravo les enfants, bon courage pour cette année scolaire, amusez-vous bien, faites des sorties scolaires, ça va être chouette, et à l'année prochaine. La politique, on en est où la politique? On en est à ce que Emmanuel Macron a organisé aujourd'hui même sa deuxième salve de consultation
en vue de composer un gouvernement et nommer un Premier ministre ou une Première ministre. La précédente salve de consultation avait échoué. On avait eu un communiqué de l'Élysée disant qu'il n'avait trouvé personne qui serait susceptible d'échapper à une motion de censure à l'Assemblée nationale. Malgré le move de la France Insoumise qui avait annoncé retirer ses hypothétiques ministres du gouvernement en apportant un soutien sans participation à un gouvernement Lucie Castet, ça n'avait pas suffi. Et donc, Emmanuel Macron avait dit « je referai des consultations ». Et donc, il les a faites aujourd'hui. Il n'a pas consulté, à ma connaissance, aujourd'hui les forces politiques. Je crois qu'il les a eues au téléphone, notamment les présidents de groupe. Il a aujourd'hui consulté des personnalités politiques diverses et variées. Certains dont le nom circulait ou circule toujours d'ailleurs, pour devenir Premier ministre. Et d'autres, on va en reparler parce que c'est un peu plus traditionnel. Mais il a reçu aujourd'hui Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur et ancien Premier ministre de François Hollande. C'était le dernier Premier ministre après Manuel Valls. Bernard Cazeneuve, ça n'a pas duré très longtemps, Matignon pour Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve qui a quitté le Parti Socialiste en 2022 au moment de la formation de la NUPES, puisqu'il condamnait, et il condamne toujours d'ailleurs, l'alliance des socialistes avec l'horrible Jean-Luc Mélenchon. Et depuis, Bernard Cazeneuve est un loup solitaire. Il a créé son micro-parti comme ils le font tous, mais c'est pas très important. Ça s'appelle la Convention, son parti. Et voilà, donc dans les starting blocks, il y avait Bernard Cazeneuve. Il a reçu également Édouard Philippe, ancien Premier ministre. Alors je sais pas très bien, parce qu'il n'est pas question qu'Édouard Philippe redevienne Premier ministre. Quand il l'était, Édouard Philippe, il avait une majorité absolue. Là, il n'y a pas de majorité du tout pour les macronistes. Et puis, il y a peu de chances que ce soit un macroniste qui soit nommé Premier ministre. À mon avis, il le consultait pour vérifier la solidité de son alliance Ensemble pour la République, qui est le nouveau nom de... Pas qui est le nouveau nom de rien du tout, parce qu'avant, ça s'appelait Ensemble. Ah, t'as raison, j'ai fait une faute d'orthographe dans le titre. Hop, bien vu. Hop, voilà, changer le titre. Castex ne pouvait pas y aller vu ses fonctions actuelles à la RATP. Oui, c'est ça, Castex, il n'a pas pu être consulté parce qu'il était en retard, le métro était bloqué. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il a reçu aussi Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Xavier Bertrand a la particularité d'avoir une identité politique très marquée dans l'anti-Marine Le Pen. Xavier Bertrand s'est construit une figure dans l'anti-lepénisme dans la région Hauts-de-France, qu'il a conquise en 2015 contre Marine Le Pen, et dans lequel il a mené ce qu'il estime être une politique de justice permettant de résorber le vote RN dans la région Hauts-de-France. Donc il y a une identité politique intéressante pour ce Xavier Bertrand, qui a été reçu donc aujourd'hui à l'Élysée. On n'en sait pas beaucoup plus sur son hypothétique nomination à Matignon. Et Emmanuel Macron a également reçu aujourd'hui en consultation à l'Élysée, enfin en consultation, on dirait que c'est un psy, peut-être d'ailleurs, peut-être qu'il lui file 50 balles à la fin pour le remercier, mais il a aussi consulté les deux anciens présidents de la République encore en vie, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Le fait pour un président de la République de consulter les anciens présidents de la République, c'est quelque chose d'assez traditionnel, d'assez classique. D'habitude, faut pas en faire des caisses sur l'importance que revêt le bordel. C'est un espèce de geste assez classique de je consulte mes prédécesseurs pour savoir ce qu'ils en pensent et puis je peux m'asseoir sur leur opinion. Mais j'ai réfléchi quand même à ce truc-là, je me suis dit qu'en fait ça reste quand même assez important parce que Nicolas Sarkozy a plaidé dans le Figaro la semaine dernière, on avait lu une partie de son interview, Nicolas Sarkozy a plaidé pour une alliance entre les Républicains et Ensemble, ce qui n'est pas une nouveauté, puisque Nicolas Sarkozy l'avait déjà fait. Nicolas Sarkozy a rejoint Emmanuel Macron il y a quelques années maintenant, en disant qu'il soutenait Emmanuel Macron. Et surtout parce que Nicolas Sarkozy peut jouer un rôle intéressant dans ses négociations avec Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui est désormais à la tête du groupe Les Républicains, sur lequel souhaite pouvoir compter le prochain Premier ministre. Si d'aventure ça se faisait hors NFP, on en reparlera.
Donc c'est pas inintéressant. Et ensuite François Hollande, bah pareil, François Hollande, on aurait pu se dire c'est pas très important de consulter François Hollande. En fait si, ça revêt une importance de consulter François Hollande parce que François Hollande est redevenu député, mais quand bien même François Hollande incarne quelque chose pour les tenants du Parti Socialiste qui critiquent l'alliance avec la France Insoumise. La fameuse moitié du PS qui n'est pas dans l'optique d'Olivier Faure de faire alliance avec les Insoumis, ceux qui sont critiques, ceux qui souhaitent plutôt une ligne social-démocrate portée par exemple par un Place Publique, par un Raphaël Glucksmann, ces gens-là, ils peuvent être sensibles à la prise de position de François Hollande. Voire même, peut-être, j'en sais rien, peut-être que je rêve à haute voix pour François Hollande, mais peut-être que Hollande pourrait prendre la tête d'une fronde au sein du PS visant à débarquer fort et à réinstaurer François Hollande sur une ligne anti-Mélenchon. Donc toujours est-il que la consultation de ces deux anciens présidents de la République revêt un caractère plus tactique que ce qu'on peut simplement croire en se disant que il ne fait ça que par tradition. Bah non, c'est pas que de la tradition, c'est des anciens présidents de la République qui portent une voix qui pèse dans leurs anciennes familles respectives. Une fronde au PS, ça me rappelle un truc. Ah, on va être très clair. Si François Hollande déclenche une fronde au PS, moi je hurle de rire. Il y a un moment, le karma et l'ironie de l'histoire me fait péter des barres. Hollande à la tête d'une fronde, voilà. Oh, vous avez pas fini d'en voir des streams. Hollande est resté correct sur le NFP pour le moment, Lucie Castet aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Raphaël. Effectivement, François Hollande a eu des mots assez clairs. Tu as raison, vis-à-vis de Lucie Castet et vis-à-vis du NFP. François Hollande a dit au cours de l'été, je crois, ou là, en cette rentrée, il a déclaré qu'il fallait nommer Lucie Castet à Matignon. Il y a une fronde possible au PS, il reste encore des gens là-bas pour se diviser. Il y a plein de gens au PS, surtout dans les collectivités locales, surtout avec les élus locaux. À l'Assemblée nationale, ils ont presque autant de députés que les Insoumis. Un peu moins, ils ont une soixantaine, je crois, de députés, les socialistes. Et au sein du parti, on l'avait dit ça la semaine dernière, Olivier Faure est en ballottage, puisqu'il y a à peu près... il y a à peu près la moitié du Parti socialiste qui est d'une autre motion que celle du premier secrétaire, et qui est une motion qui critique le premier secrétaire et l'alliance avec les Insoumis. C'est quoi une fronde ? Une fronde, c'est le nom qu'on a donné entre 2012 et 2017 à une bande de députés de la gauche du Parti socialiste qui se sont rebellés contre le gouvernement de Manuel Valls et qui ont demandé des mesures plus sociales et qui ont menacé de ne pas voter les lois présentées par le gouvernement socialiste. Donc c'était des députés de la majorité qui se rebellaient contre le gouvernement. Et c'est en partie pour ça qu'il a fallu avoir recours au 49.3 pour faire passer la loi Macron et la loi travail. Même si c'était pas tout à fait les mêmes 49.3. Et dans la fronde, il y avait Olivier Faure. Ouais, dans la fronde, il y avait Olivier Faure. Olivier Faure, je vous rappelle qu'Olivier Faure a pris la tête du Parti Socialiste après 2017, à un moment où les socialistes, donc les adhérents socialistes, ont voté au Congrès pour changer la direction du Parti Socialiste, pour rompre avec le hollandisme, et pour se mettre dans une ligne politique plus proche de celle des frondeurs. Donc Benoît Hamon, qui était un frondeur, a fait 6% à l'élection présidentielle, mais les frondeurs ont gagné le parti. Et depuis, c'est Olivier Faure qui dirige le Parti Socialiste. Mais, comme je vous le disais, Olivier Faure, il est contesté en interne. Parce que comme le Parti Socialiste est un parti démocratique, ils organisent des congrès au cours duquel les adhérents votent pour les motions. Les motions, ce sont les textes d'orientation qui sont proposés pour le parti. Et il y a plusieurs motions qui proposent des voies différentes. Et tu as une motion proche du NFP qui est celle d'Olivier Faure, et tu as une motion qui souhaite se détacher de la France insoumise et de son influence, qui est celle de
du maire de Rouen qui s'appelle... j'ai encore oublié son nom, je suis désolé. Maillère-Rossignol. Nicolas Maillère-Rossignol, merci beaucoup. Nicolas Maillère-Rossignol. Qui est... je crois qu'il est co-secrétaire général... ou secrétaire général adjoint, je sais plus. Enfin bref, il a un titre qui lui permet de représenter les à peu près 50% du parti qu'il représente. Tu l'as accueilli dans Backseat. Mais je sais, on l'a interviewé dans Backseat, Nicolas Maillard-Rossignol, je suis désolé, son nom m'a échappé. J'ai déjeuné avec lui aussi au resto, il y a 2 ans. Non, son nom m'avait échappé, je suis désolé. Il y a aussi Hélène Geoffroy. Oui, tu as raison, il y a aussi Hélène Geoffroy, ouais. Hélène Geoffroy qui a une motion. C'est le bordel quand même là. C'est le bordel. Non, parce que pour l'instant, le NFP tient bon. Pour l'instant, le NFP tient bon. Les responsables socialistes, écologistes, communistes et insoumis restent unis, les uns derrière les autres, tous derrière Lucie Castet. Ils souhaitent toujours la nomination de Lucie Castet à Matignon. Ça pourra éventuellement intervenir dans un second temps. Si autant de gens au PS et dans les électeurs ont désavoué la politique menée sous Hollande à l'époque, comment ça se fait qu'on a l'impression qu'il reste encore plein de soutien pour revenir sur cette ligne? Mais c'est pas une impression. Il reste plein de soutien pour revenir sur cette ligne. La motion minoritaire au PS, ils sont pas partis du PS, hein, ils sont toujours au PS. Hein. Ils sont pas d'accord avec Olivier Faure, mais ils sont toujours au PS. La ligne frondeur de Hamon a quand même créé un nouveau parti. Alors Benoît Hamon a effectivement créé un parti politique qui au début s'appelait le M17-17, ou le M17 tout court, je sais plus, et qui aujourd'hui s'appelle Génération. Génération.s, qui est le nom du parti politique lancé par Benoît Hamon. Une petite purge, ça ferait pas de mal. T'as pas besoin de faire des purges, puisque l'organisation du parti est démocratique. T'as pas besoin de purger les gens qui sont pas d'accord avec toi, ils sont juste pas d'accord avec toi. Ils sont toujours dans le même parti. Et ils représentent une autre motion, une motion minoritaire, mais une motion quand même. On connaît le bourrage d'urne au PS, c'est pas une légende. Ah ouais, dans certaines fédérations départementales, il y a eu du bourrage d'urne, ouais. Il y avait Guérini, je me souviens, dans les Alpes-Maritimes. Non, c'était pas les Alpes-Maritimes. Si, c'était les Alpes-Maritimes. Si, t'as des fédérations PS qui sont tenues par des caciques du parti qui bougent pas, etc. Ça, bien sûr, ça a été le cas du PS pendant des années. Hein. En Essonne, je me souviens, en Essonne, il y avait un mec qui s'appelait Jean-Luc Mélenchon pendant des décennies. Hein. C'était la fédération de l'Essonne. Valait mieux être mélenchoniste. Hein. Mais ça n'empêche pas l'émotion de permettre de représenter les différentes tendances au sein du parti. Pourquoi on parle de ça? Ah oui, parce que je vous disais, le NFP tient bon. Le NFP tient bon pour l'instant. Si d'aventure une alliance macroniste plus LR se mettait en marche, il faudrait qu'ils réussissent à débaucher plus d'une dizaine de députés PS du groupe PS. Il faudrait imaginer qu'il y a une dizaine de députés du groupe PS qui acceptent de se barrer du groupe socialiste pour rejoindre une alliance macroniste et droite. On verra. On verra si ça aura lieu.
14 a dit Olivier Faure. J'ai entendu son discours, effectivement, Isma, je suis d'accord avec toi. J'ai entendu le discours d'Olivier Faure, qui, c'était aux universités d'été du Parti Socialiste à Blois, qui a déclaré que Macron avait besoin de 14 socialistes pour réussir à dépasser en nombre le nombre de députés du NFP. Mais attendez, encore une fois, pardon, mais dépasser en nombre les députés du NFP, c'est pas suffisant pour gouverner la France. Hein. Donc je veux dire, si t'as 14 députés qui font sécession, qui se cassent des socialistes pour aller soutenir un gouvernement je sais pas qui, et qui se font renverser par une motion de censure, je vois pas l'intérêt. Enfin vraiment, je vois pas du tout l'intérêt. Sauf s'ils réussissent à négocier une abstention. Mais je vois pas avec qui tu vas négocier une abstention. Sauf si le RN collabore. Sauf si le RN décide de ne pas voter les motions de censure de la gauche. Parce que je vous rappelle que la gauche ne vote pas les motions de censure du RN, mais le RN vote les motions de censure de la gauche. Si le RN se met à se comporter comme la gauche, ah bah il n'y a aucune motion de censure qui passe. Hein. Mais c'est pas tout les motions de censure. Les motions de censure, ça sert à rester en vie, si elles passent pas. Mais il faut voter des lois. C'est pas le tout de juste avoir négocié des abstentions sur une motion de censure. C'est bien, c'est un bon début. Mais en vrai, t'as besoin de 289 voix. Ou à défaut de 289 voix, tu peux là aussi négocier des abstentions de manière à faire baisser le seuil de la majorité absolue. Donc, à voir, hein. À voir. C'est la censure qui est majoritaire dans tous les calculs. Si le RN et la gauche votent la même motion. La même. Pas chacun sa motion. Tiens, imaginez l'exercice intellectuel, il est intéressant l'exercice intellectuel. Imaginez que le RN se mette à dire hors de question qu'on vote les motions de censure de la gauche. Ces gens-là sont des woke, ils détruisent la République, ils sont immigrationnistes, ils sont talibans, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils disent, l'extrême droite, je m'en branle. On va pas voter leur motion. Est-ce que vous pensez que la gauche doit se mettre à voter les motions de censure du RN? Ah, la France est divisée. La France est divisée. Peut-être. C'est le jeu? Ah, c'est le jeu, ouais. C'est une manière de voir les choses. C'est une manière de voir les choses. Stéphanie de Monaco. Ce serait ironique quand même que le NFP, le premier texte qu'il vote en arrivant à l'Assemblée, c'est un truc d'extrême droite. Là aussi, l'ironie serait... Faut pas leur faire ce cadeau en respectabilité, sachant que de toutes les façons, ils tâcheront de retourner à leurs avantages. Il est retourné à leurs avantages. Grande lectrice de newsletter du RN. Oui, bien sûr, bah évidemment. Ah bah attends, Marine Le Pen. Si la gauche vote une motion du RN, Marine Le Pen, elle débouche le champagne. C'est bon, elle a gagné sa respectabilité. Elle a réussi à... Les Mélenchonistes sont d'accord avec moi. Let's go.
LFI votera jamais les motions du RN, donc la gauche sans LFI peut-être. Alors il est déjà arrivé que la France Insoumise vote une motion de droite, hein, à la différence des autres députés de la gauche qui ne l'ont pas voté. C'est un peu l'inverse de ce que tu dis du coup. Non pas, je suis pas en train de prêter à LFI des intentions de voter des trucs d'extrême droite. Je te dis juste qu'ils ont fait une fois un vote d'un texte de droite. Droite ou extrême droite? Non, c'était droite, c'était LR. C'était le groupe LR qui avait déposé. Alors je sais plus si c'était une motion de rejet ou c'était une motion de renvoi, je sais plus. Mais il y a que LFI qui l'a voté avec LR. C'était la motion de rejet de la loi immigration. Ah, tu crois que c'était ça? C'était peut-être ça, hein. T'as peut-être raison. Mais je me souviens c'était un ancien député LFI qui était allé défendre la position LFI à la tribune. Le mec s'appelait François Ruffin. Et il était allé à la tribune, il avait dit, mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous, députés LFI, allons voter un texte de droite aujourd'hui. Commençait par... Il était en mode, on va dire les choses cash. Hein. Et effectivement, le truc qu'ils ont voté était bien de droite. Hein. Mais bon, bref, tout ça pour dire que de toute façon, c'est pas passé. Je sais pas pourquoi on continue à en parler. Mais voilà. Donc on verra. On verra si le RN et le NFP votent les mêmes motions de censure. Et si c'est le cas, qui aura déposé la motion en question? T'aimes vraiment pas LFI, je suis mort. Pourquoi j'aime pas LFI? Moi j'aime bien LFI. Pourquoi j'aimerais pas? Le NFP votera-t-il l'abrogation de la réforme des retraites portée par le RN? Ça dépend quelle abrogation de la réforme des retraites. Ça dépend pourquoi faire en fait, l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que c'est pour revenir au système d'avant à 62 ans? Est-ce que c'est pour revenir à la retraite à 60 ans? Enfin, revenir, oui. La question c'est oui, la réponse tu t'en fous du groupe politique, tu veux voter une motion, tu votes une censure. Et bah, il y a des députés qui sont pas d'accord avec toi. Il y a des députés qui considèrent que une motion déposée par l'extrême droite, c'est pas la même chose qu'une motion déposée par la gauche, que c'est pas écrit de la même manière à l'intérieur et que ça défend pas les mêmes choses. Si le dispositif final est le même, on le fait pas pour les mêmes raisons. Et il y a des gens qui sont antifascistes et qui du coup ne voteront jamais un texte déposé par l'extrême droite. Parce que c'est l'extrême droite qui l'a déposé. Mais c'est une question de... l'enjeu en vaut-il la chandelle, quoi. Non, c'est pas ça. La fin justifie-t-elle les moyens? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a déjà eu des motions de censure RN votées par d'autres groupes? Non, pas à ma connaissance. Ils sont vraiment racistes, ces antiracistes. Ah ouais, ils sont très intolérants. Hein. Les antifascistes, c'est des gens très intolérants. Hein. Oh, ils ne supportent pas le fascisme. C'est marrant. Hein. Tu leur proposes, ils disent non. Ils veulent même pas discuter. Ils disent non, mais vas-y, un peu de fascisme, un peu. Ils disent non. Ah, les mecs sont bornés. Hein. C'est fou. Hein. C'est les vrais intolérants. Hein. C'est les vrais intolérants, les antiracistes. Hein. Si on regarde bien. Oh putain, je suis devenu full européen là. Bonjour, bienvenue dans On marche sur la tête. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on discutait tout à l'heure des consultations d'Emmanuel Macron. Et dans l'après-midi, il y a un autre nom qui a popé, figurez-vous. Il y a un autre nom de Premier ministre potentiel qui a popé. Il s'agit de Thierry Baudet. Thierry Baudet aurait été consulté par Emmanuel Macron dimanche soir. Et il aurait dit un oui de principe à l'hypothèse de devenir Premier ministre.
Qui est Thierry Baudet? Thierry Baudet est l'actuel président du Conseil économique, social et environnemental. CESE, le CESE dans le jargon. Le CESE est une institution de la Ve République qui est méconnue, qui remonte à la IVe République. C'est une institution qui vise à représenter la société civile organisée, donc les associations, les grandes ONG, les grandes fédérations, les syndicats, tout ce qu'on appelle la société civile organisée, qui est représentée dans cette chambre. Alors, c'est pas vraiment une chambre. Alors, si vous demandez à un sénateur Tatillon, il vous répondra, ce n'est pas une chambre, c'est un conseil. C'est pas la même chose, c'est pas une chambre parlementaire. Mais tout le monde dit c'est la 3e chambre constitutionnelle de l'État. Pourquoi est-ce qu'on en entend peu parler du CESE? Parce que le CESE est consultatif. Il ne participe pas à l'élaboration des lois. Il ne participe pas à la discussion sur le changement de la Constitution, sur la légitimité du gouvernement, etc. Le CESE est une chambre qui participe au débat public, qui participe au débat intellectuel, qui produit des rapports, qui sont généralement des rapports extrêmement intéressants sur le fond, sur des thématiques contemporaines, sur le travail, sur la santé mentale, sur le handicap, sur la fiscalité, sur plein de choses. Et voilà. Moi, c'est une institution que j'aime bien. C'est mon côté parlementariste et démocratie citoyenne, tout ça. Le CESE a gagné des lettres de noblesse ces dernières années puisqu'il a accueilli la Convention citoyenne pour le climat, qui s'est réunie dans ses locaux. Puis, il a carrément été l'organisateur de la 2e Convention citoyenne, qui était la Convention citoyenne sur la fin de vie. Débat difficile, le débat sur la fin de vie, débat qui déchaîne les passions, qui pose des questions philosophiques qui dépassent les clivages, etc. Et donc, une convention citoyenne avec des citoyens tirés au sort a été constituée, a été organisée par le Conseil économique, social et environnemental. Thierry Baudet est donc le président de cette belle institution, méconnu malheureusement. Thierry Baudet est le président de cette belle institution. Thierry Baudet a fait toute sa carrière dans le mouvement mutualiste. Il vient du mutualisme, lui. Il a été à la tête de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, la MGEN, la mutuelle des profs. Vous la connaissez peut-être. Il y en a peut-être chez vous qui sont à la MGEN. Qu'est-ce qu'est la MGEN? Ouais, ma mère, moi. Ah, il y en a plein! Bah voilà, Thierry Baudet, c'était le patron de la MGEN. Et ensuite, il a été élu à la tête de la Fédération française de la mutualité. Ou la Fédération de la mutualité française, je ne sais plus dans quel sens ça se dit. Donc c'est l'organisation associative qui représente le mouvement mutualiste en France et qui est donc membre du Conseil économique, social et environnemental. Et il a, à ce titre, été élu président de ce Conseil économique, social et environnemental. Il est connu pour être proche des syndicats, des organisations syndicales, notamment de la CFDT, qui est le premier syndicat chez les travailleurs du privé en France. Et Thierry Baudet, on lui prête des qualités de négociateur. Évidemment, le mec vient de la mutualité, donc il a quand même un fond de négociation, de savoir-faire en matière de discussion, de dialogue social, évidemment. Il a été élu par qui? Il a été élu par les membres du Conseil économique, social et environnemental, qui choisissent leur président. Une sorte de lobby, les mutuelles? Ouais, de la même manière que la CGT est un lobby, oui. Oui, de ce point de vue-là, oui. Mutualiste égale libéral par définition. Pas du tout! Ah non, sérieux, vous connaissez pas l'histoire du mutualisme? Il y a des gens de gauche qui connaissent pas l'histoire de la mutualité? L'histoire du mutualisme? Mais vous avez jamais lu Marx ou quoi? C'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Le mutualisme est né au 19e siècle. C'était la création des premières caisses de solidarité. À l'époque où l'État les mettait pas encore en œuvre, c'est arrivé plus tard avec la création de la sécurité sociale, mais au début, c'était des caisses mutuelles de protection sociale. Et ça existe toujours, le mutualisme existe toujours en matière de santé, en matière d'assurance, en matière de plein de choses. Et qu'est-ce que je voulais dire? Thierry Baudet, donc il est connu pour être proche des syndicats.
Enfin, proche des syndicats, ça veut rien dire en fait. Proche des syndicats, c'est un peu débile. On ne lui connaît pas de prise de position personnelle particulière. Et il pourrait éventuellement devenir le prochain Premier ministre. Il pourrait être nommé demain. Moi, je crois me souvenir d'un streamer qui disait il y a quelques semaines un truc du genre, ouais, moi je pense que le prochain Premier ministre sera un inconnu. Genre une espèce de personnalité de la société civile respectable. Respecté par à peu près tout le monde, parce que personne n'a rien à lui reprocher, c'est un mec bien, etc. Voilà. Non, je place ça là, hein, c'est tout. J'ai entendu un mec sur Twitch dire un truc comme ça. Kameto, ça devait être Kameto, ouais. Donc on verra s'il est nommé. De toutes les manières, encore une fois, s'il est nommé, je me demande bien sur quelle majorité. Il va devoir négocier sec avec les forces du NFP et avec les Républicains. Ou alors seulement avec le NFP, j'en sais rien. Faut voir. Et on verra s'il sera nommé demain. Et surtout, on verra à la tête de quel gouvernement. Quoi qu'il en soit, si Thierry Baudet, est nommé Premier ministre, je ne me fais pas l'ombre d'une illusion sur le fait qu'Emmanuel Macron fera tout pour garder la main. Dit autrement, ce ne sera pas une cohabitation. Ce sera une colocation. Alors ça, on en a parlé la semaine dernière, je vous avais expliqué que on n'aura pas de cohabitation, là on aura une colocation forcément, parce qu'Emmanuel Macron n'est pas hors jeu, et qu'il peut faire ou défaire les majorités avec son groupe de députés. Et effectivement, oui, on a appris d'ailleurs, je crois que c'est Le Monde qui a sorti l'info, ou alors c'est le Figaro, je sais plus, que le directeur de cabinet hypothétique de Thierry Baudet avait déjà été choisi. Il s'agit d'un préfet, dont j'ai oublié le nom. Donc le directeur de cabinet a déjà été choisi, ça veut dire que l'Élysée a choisi pour lui, quoi. S'il le nomme, je suppose que c'est pour garder la main, justement. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un peu ce que je dis. Si Emmanuel Macron nomme Thierry Baudet, c'est une manière pour Emmanuel Macron de s'assurer qu'il garde la main. Beaucoup plus que s'il nommait Lucie Castet, on s'en doute. Encore que, je vous avais dit la semaine dernière que Lucie Castet à Matignon, c'est le début des emmerdes parce qu'elle va devoir négocier avec les macronistes. Et elle va avoir besoin que les macronistes l'autorisent à gouverner. C'est ça la différence entre une cohabitation et une colocation. Si on a le Premier ministre demain, on aura le gouvernement aussi demain ou plus tard. Non, plus tard. Plus tard. T'as aussi vu la rumeur du NFP que Macron veut choisir le ministère des Armées et des Finances. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Non, mais ça m'étonne pas. Encore une fois, Emmanuel Macron n'est pas dépourvu de tous ses pouvoirs. Il a un groupe de députés qui peut décider ou non de la continuation du gouvernement. Et donc, il peut être en position d'exiger des ministères. Est-ce que c'est acté qu'on aura un Premier ministre très prochainement? Non, rien n'est acté, mais la rumeur insistante dit que ce serait pour demain. J'ai même lu que les conseillers à l'Élysée disaient on va laisser passer la rentrée, le lundi c'est le jour de la rentrée, on laisse la rentrée se faire, on va pas imposer aux Français un Premier ministre dès le lundi, on va attendre le lendemain. J'ai pas très bien compris l'argument, mais au point on en est, plus rien à foutre. Donc on verra si Thierry Baudet est nommé Premier ministre, combien de temps il va durer, qu'est-ce qu'il va réussir à négocier, et est-ce qu'il va écoper d'une motion de censure directe ou pas. À quoi ça a servi de voter au final? Ça a permis de désigner des députés, d'élire des députés. Dans une chambre qui ne compte aucune majorité absolue.
donc dans laquelle les discussions doivent avoir lieu. Le problème, c'est que les discussions, pour l'instant, elles n'ont pas lieu à la Chambre, elles ont lieu à l'Élysée. Et ça, c'est chiant. À quoi ça a servi de dissoudre? Ah bah si on garde le même ministre des Finances, le même ministre des Armées, le même ministre de l'Intérieur, oui, effectivement, ça sert pas à grand chose de dissoudre, oui. Là, ça serait pas mieux un gouvernement technique? Alors, la notion de savoir est-ce que c'est mieux ou moins bien un gouvernement technique, ça dépend comment tu te positionnes politiquement, toi, j'en sais rien, je te connais pas. Si t'es macroniste, oui, tu as intérêt à avoir un gouvernement technique. Un gouvernement technique, c'est un gouvernement de continuité, hein. C'est pas un gouvernement de rupture. C'est un gouvernement qui applique les lois votées. Et là, je te rappelle que ça fait 7 ans qu'on a voté que des lois macronistes, par définition. Donc là, la continuité, elle va plutôt dans le sens d'Emmanuel Macron. Aïe. C'est quoi la session exceptionnelle que demandent des députés? Ah oui, tu as raison. Tu as raison. L'Assemblée nationale, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat ne siègent que pendant des sessions. Ils siègent en session. Et les sessions ordinaires, c'est-à-dire le moment où ça siège normalement, c'est du 1er octobre au 31 juin. 30 juin. C'est ça la session ordinaire du Parlement. Et ensuite, juillet, août, septembre, le gouvernement ne siège pas, par défaut. Mais il est possible, justement pendant ces 3 mois de juillet, août, septembre, de convoquer des sessions extraordinaires du Parlement. Session extraordinaire du Parlement, ça peut durer 1 semaine, ça peut durer 2 semaines, ça peut durer 1 mois. C'est une session hors calendrier, du coup, où on décide de réunir quand même le Parlement. Le truc, c'est que les sessions extraordinaires sont devenues monnaie courante, en fait. C'est-à-dire que une année normale de l'Assemblée nationale, c'est du genre 15-20 septembre jusqu'au 14 juillet. Voilà. Voire même parfois, ça peut durer jusqu'au 31 juillet, c'est déjà arrivé, hein. Qu'est-ce qui les convoque? Est-ce qu'il y a le président qui peut le faire par décret? Alors, le président ne prend pas de décret. Le président n'a pas le pouvoir de prendre des décrets, c'est le gouvernement. Ah si, non, attends, t'as raison, j'ai un doute. C'est un décret de convocation? Ou c'est une lettre de convocation du président? Je sais plus. La convocation du Parlement en session se fait, à ma connaissance, par le président de la République et par des parlementaires qui peuvent le décider. Attends. Convocation du Parlement en session extraordinaire. Alors, il peut être réuni à la demande du Premier ministre, il n'y en a pas, de la majorité des membres de l'Assemblée nationale. Ah! Il est convoqué par décret du président de la République. Ah bah excusez-moi, je m'excuse, je ne savais pas que le président de la République pouvait prendre des décrets. Mais apparemment ça existe, les décrets du président de la République. J'aurais dû le savoir ça. Désolé. Donc l'Assemblée nationale peut décider à la majorité de convoquer une session extraordinaire. Le problème c'est que si elle ne siège pas, je ne sais pas comment elle peut voter ça. Le président peut refuser, même avec la majorité de l'Assemblée nationale. Ah ouais? Ah oui, c'est des décrets avec contre-seing du Premier ministre, oui, vous avez raison. Oui, oui, donc du coup c'est logique que ce soit des décrets, s'il est contresigné. Contresigné, ça veut dire que le Premier ministre signe également le document, puisqu'il engage la responsabilité du gouvernement sur le document. Euh... Président de la 5e, c'est une dinguerie quand même, tu peux tout faire. Ah bah ouais. Ah ouais.
Si on vous propose un jour de vous réincarner dans un chef d'État français, choisissez pas Louis XIV. Hein. Ça sert à rien. Monarque absolu de droit divin, c'est chiant. Préférez président de la République sous la cinquième. Vous êtes peinard. Vous êtes peinard. Vous vous rendez compte à personne. Ça va. Sur simple lettre, les chefs de groupe peuvent réunir l'Assemblée nationale s'ils sont majoritaires apparemment. Ok, d'accord, intéressant. Après Louis XIV, à l'époque, il devait pas avoir trop d'opposition. Ah, détrompe-toi, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Je viens d'un bouquin que j'avais lu dans mes cours d'histoire du droit qui montrait que le monarque absolu de droit divin, en fait, il avait quand même pas mal de contre-pouvoirs, notamment l'Église, les forces économiques, les marchands, les nobles, la cour. Ils viennent tous te faire la cour toute la journée, mais en fait, ils sont un peu casse-couilles, parce qu'il faut quand même les contenter. Les propriétaires terriens, etc. Non, c'est la politique quand même. Hein. Euh, C'est lui qui a subi la première fronde. Alors, à ma connaissance, il était enfant pendant la fronde. Ça l'a traumatisé, mais il était gosse. C'était pendant la Régence, c'est ça, on est d'accord, c'était pendant la Régence. Du temps de Mazarin, ouais. Putain, on est précis, hein. Oh. Franchement, ce stream. Donc, en tout cas, si on vous propose de vous réincarner en Thierry Baudet, Premier ministre, si vous aimez les challenges, allez-y, hein. Moi, je vous regarde. Mais allez-y. Parce que là, vous avez genre moins de 200 députés avec vous. Le RN d'un côté, le NFP de l'autre. C'est le mode difficile. C'est le mode difficile. C'est le mode difficile. Le mec, il joue en mode hard. Ça, c'est sûr. Il a choisi son perso. Il est en mode hard. Hmm. Le président peut-il déposer un premier ministre? Alors non. Formellement, il peut pas le faire, mais dès lors que le président de la République a une majorité absolue à l'Assemblée nationale, il peut outrepasser son premier ministre sur lequel il a autorité. Et on a déjà vu des présidents. Tiens, très bon exemple. Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, elle a été virée par Macron. Elle voulait pas partir. Et Macron l'a remerciée pour mettre Gabriel Attal à sa place. Bah, il a les moyens de le faire parce qu'il avait 245 députés avec lui. C'est grave bizarre. Non, c'est pas grave bizarre parce que ça découle de la même légitimité qu'est le suffrage universel, en fait. Le président de la République, il est élu de la même manière que les députés, par le suffrage universel. Donc à partir du moment où le président de la République, il demande aux Français de confirmer leur vote dans un... dans une élection législative, il garde un ascendant sur les députés. Sur ces députés. C'est normal. Si Jean-Luc Mélenchon avait été élu président de la République en 2022, tous les candidats aux législatives mélenchonistes auraient mis des affiches de campagne avec la tête de Jean-Luc Mélenchon dessus. Ils auraient été élus en soutien à Jean-Luc Mélenchon. Une fois arrivés à l'Assemblée nationale, ils auraient donc naturellement été sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon. Mais pas une coupe méchante, hein, puisqu'ils l'acceptent, ils la veulent bien. Et puis s'ils sont pas contents, ils ont qu'à déposer une motion au Congrès. Mais bon. Hmm.
D'où la question épineuse de savoir est-ce qu'on a envie de continuer à élire le président de la République au suffrage universel direct? Ou est-ce qu'on veut changer de mode de scrutin et changer même de république tout court, de régime en élisant le président de la République différemment? En 1958, au début, il était prévu que ce soit les grands électeurs qui votent pour le président de la République, pas le peuple. C'est en 62 qu'on a changé. Le comité Bartolone, c'est Claude Bartolone, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, sous les socialistes. Bartolone avait réuni un comité pour réfléchir à l'avenir des institutions, à la 6ème République, et il avait rendu un rapport très intéressant avec plein de propositions très chouettes, mais il avait dit honnêtement, on ne peut pas retirer aux Français l'élection de leur président en fait. Une élection qui fait 60-70% de participation, c'est chaud de dire aux gens, bah non, vous voterez plus pour élire votre président en fait. Ça va plus être vous, ça va être, je sais pas, le Sénat, des grands électeurs, les députés. Un vote comme aux USA. Non, c'est différent parce qu'aux USA, l'élection, elle est quasi directe. Dans le sens où les grands électeurs sont élus directement par le peuple, mais ils sont tenus de voter pour le président pour lequel ils ont été élus. Donc en fait, c'est une élection par délégation, mais on connaît le résultat avant même d'avoir besoin de réunir les délégués, en fait. C'est pas comparable avec les grands électeurs français qui sont les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les présidents des intercos, etc. C'est pas tout à fait pareil. Ça dépend des États. Dans certains, les délégués sont libres de leur vote. Ouais, mais j'ai cru comprendre qu'ils votaient quand même de la manière conforme au choix des électeurs. Alors, c'est déjà arrivé par le passé que quelques délégués changent le vote par rapport à celui qu'on anticipait d'eux, mais que ça n'a jamais emmené l'annulation d'une élection ou le changement de je sais pas quoi. Pas l'annulation d'une élection, pardon, mais un changement brutal de ah non, tiens, finalement, c'est lui le nouveau président. Vous avez pas voté pour lui? Bah oui, mais c'est quand même lui. Proportionnel pur, comme proposé par Bayrou. Alors, une élection proportionnelle, je vous rappelle que ça ne sert pas à élire une personne. Ça sert à élire une chambre. Un conseil municipal, un conseil régional, une assemblée nationale, un parlement européen. Ça, c'est une élection qu'on peut faire à la proportion des voix, à la proportionnelle. Mais l'élection d'un président de la République, tu ne peux pas le faire à la proportionnelle. Il y a un seul poste. Donc tu présentes des candidats, pas des listes. Chacun son candidat. Pourquoi ne pas faire un scrutin de liste pour la présidentielle? Parce qu'il n'y a qu'un seul siège à pourvoir. On ne fait des scrutins de liste que quand il faut remplir plein de sièges. Si dans votre conseil municipal de votre ville, il y a, je sais pas moi, 14 sièges, vous devez présenter à l'élection municipale une liste de 14 noms. Et bah c'est voilà, la présidentielle, il y a un seul siège, bah on présente pas de liste. Ou alors si, on présente une liste avec un seul nom dessus. Proportionnel veut forcément dire fin des circonscriptions du coup. Pour l'élection des députés, oui sans doute. Après, on en avait parlé, mais une élection à la proportionnelle peut se faire quand même avec une représentation territoriale par département, par exemple. Donc il y aurait des listes par département. Hmm. On n'a pas besoin de président, il sert à rien, juste un gouvernement et c'est tout. Alors je suis pas d'accord avec toi, on a besoin d'un chef de l'État. On a besoin d'une personne capable de prendre des décisions en matière militaire, par exemple, de son propre chef. Une personne qui veille au respect des institutions, à l'équilibre des pouvoirs, etc. Ça reste quelque chose d'important. Dans les autres pays, en Allemagne, tu as un président de la République. Hein. Président de la République fédérale d'Allemagne, je connais même pas son nom.
C'est un monsieur sans doute très respectable, mais qui a pas du tout le quart du début du pouvoir d'un président de la République français élu au suffrage universel direct. Au Royaume-Uni, il y a un roi. C'est lui le chef de l'État. Il incarne la continuité de l'État, la stabilité de la nation, etc. En Espagne aussi, il y a un roi, ouais. Mais dans ces pays-là, dans les trois pays que je viens de vous décrire, le chef politique du pays, c'est bel et bien le Premier ministre. Ou le chancelier, pour parler de l'Allemagne. Et si on réessayait de mettre un roi? Eh bah vas-y, toi, faire des génuflexions devant un mec choisi par les dieux. Mais sans moi, hein. Chacun son kink. Tu penses quoi du mandat impératif? C'est de la merde. Enfin, je suis pas pour le mandat impératif. Je suis pour que les députés aient des marges de négociation. Sinon, il n'y aurait pas pu avoir le NFP. On juge pas les fétiches. Oui, t'as raison, t'as raison. C'est quoi un mandat impératif? Le mandat impératif, c'est le fait qu'un élu ait l'obligation de faire précisément la lettre de mission qu'il a reçue. Par exemple, son mandat. Je crois que c'était au moment de la Révolution française ou dans les années qu'on suivit, il y avait des députés. Il y avait des députés qui allaient à Paris et qui à Paris négociaient, discutaient et trouvaient des compromis. Puis quand ils revenaient dans leur département, ils étaient tabassés et tués par leurs électeurs qui lui reprochaient de ne pas avoir obtenu plus. Le mec revenait en disant bah, ça n'a pas été facile, il a fallu négocier, on n'était pas tout seul, etc. J'ai quand même réussi à obtenir ça. Et les mecs le butaient. Et donc depuis, est-ce que c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que c'est écrit ça? Je sais plus, que le mandat impératif est nul. La professionnalisation de la vie politique en général, selon moi, est un mauvais tournant. Eh bah t'as dû être parfaitement satisfait de la majorité macroniste de 2017 à 2022 qui était composée d'amateurs. Non, c'est dans la Constitution. Ok, c'est pas dans la DDHC, c'est dans la Constitution. Je me disais, je sais pas, j'avais un doute. Euh, C'est un banger, le rapport Bartolone. Ah, à l'époque, je l'avais trouvé vachement bien. Il a été rendu en 2016, je crois, le rapport Bartolone. Tu penses quoi des conventions citoyennes du coup? Ah, moi, je trouve ça très très bien, les conventions citoyennes, dès lors que ça a vocation à donner un avis. Je suis pas favorable à des assemblées tirées au sort décisionnaires. Vous ne me ferez pas accepter qu'une décision issue du hasard est une décision légitime. Ça, alors là, bon, vous pourrez essayer. Hein. Moi, je descendrai dans la rue pour protester contre, en disant non, je suis pas d'accord pour le rétablissement de la peine de mort. Ah oui, mais ça a été voté par l'Assemblée. Et j'en ai rien à branler. Ils sont tirés au sort, ils me représentent pas, les mecs. Vous voyez le genre de truc? Donc, non. Donc c'est pour ça qu'à l'inverse, par contre, une assemblée tirée au sort de type convention citoyenne qui est là pour rendre un travail, un travail de proposition, un travail de réflexion, un travail de compromis, etc., qui ensuite donne lieu à une décision d'ordre démocratique, par référendum par exemple, ça je suis carrément pour. Et je trouve ça vraiment bien.
Du coup, une constitution réalisée par des personnes tirées au sort, comme le propose Mélenchon, c'est non. Mais je veux pas que cette constitution s'applique, je veux que cette constitution soit soumise ensuite à décision, à débat et à décision. Mais non, je ne veux pas une assemblée constituante tirée au sort qui décide de la prochaine constitution du pays. Non, ça, je suis pas d'accord. Je veux qu'elle passe à la moulinette, soit du Parlement, avec un travail d'amendement, soit du peuple directement par référendum. La constituante donne lieu généralement à des élections. Non, à des référendums, pas à des élections. Ah si, pardon, excuse-moi, pour élire la constituante. La plupart du temps, les constituantes sont élues. Oui, ça c'est vrai. Pas toujours tirées au sort. Et une fois qu'elle a fini de bosser la constituante, le fruit de son travail est soumis à référendum. Et au Chili et en Islande, les gens ont voté non. Tu nous parles de Backseat ou pas? Ah bah je peux vous parler de Backseat. Je vous rappelle que l'émission Backseat reprend le samedi 14 septembre prochain à 18h. Nous serons en direct de la Fête de l'Humain, en partenariat avec le Journal de l'Humanité. Nous faisons une émission spéciale pour cette rentrée politique et nous recevons comme invité politique Sophie Binet, qui est la secrétaire générale de la CGT, qui a annoncé une rentrée chargée, une rentrée sociale chargée. Et donc voilà. Donc venez sur Twitch, et si vous voulez venir sur place à la fête de l'UMA et profiter de la fête, de tous ses stands, de ses concerts, de sa musique, etc., vous pouvez bénéficier d'une promotion sur le billet avec le lien que vous trouverez dans le chat avec point d'exclamation Backseat, le lien qui vous permet de vous acheter un pass 3 jours de la fête de l'UMA à 50 € au lieu de 60. Donc venez, ça va être chouette. Et si vous pouvez pas venir, eh ben rendez-vous sur Twitch pour regarder Backseat. À 18h le samedi 14. On va vous faire vivre la fête de l'humanité, on va déambuler dans la fête de l'UMA, on va interviewer des gens de l'UMA, parce qu'en plus c'est les 120 ans du journal. L'Humanité, le journal a 120 ans cette année. Donc pour marquer le coup, on va parler spécifiquement de l'UMA. Et puis voilà. 20 € par jour pour admirer l'extrême gauche qu'on voit tous les jours sur Twitter. Oh, t'as l'air chiant en soirée, toi. Non, mais viens pas. En vrai, viens pas. Nous, on va faire la teuf. Hein. Mais t'as le droit, hein, t'as le droit. Pas grave. Est-ce qu'on sait qu'il y aura comme invité politique à la fête de l'UMA? Oui, il y aura Sophie Binet sur le plateau de Backseat. Après, les autres, j'en sais rien. Il y a plusieurs centaines de stands à la fête de l'UMA. Je sais pas qui a prévu d'aller où. Hein. Ça, faut que tu vois avec chaque organisation qui a un stand qui prévoit d'inviter. Hum. Est-ce qu'il y a des covoites organisées sur le Discord? C'est une très bonne question, j'en sais rien. N'hésite pas à passer une tête sur le Discord et à demander s'il y a des gens qui sont chauds. Est-ce qu'il y aura un stand merguez? Mais évidemment, il y aura que ça. Des merguez partout. Je vais encore avoir du mal à définir où est-ce que je bouffe, moi. Hum. Hum. Je préfère quand il y a Mélenchon pour prendre le contrôle du plateau de Backseat, c'est quand même plus intéressant. Bah écoute, désolé de te faire chier avec notre émission, mais on va continuer à la faire. Mais tu sais, t'as la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, je t'invite à la regarder, peut-être même à t'abonner. Tu trouveras une grande quantité de vidéos dans laquelle il n'y a que lui qui parle. C'est un vrai bonheur, il n'y a pas de journaliste pour le contredire, c'est sublime. Pas de corps intermédiaire, pas de... Juste le chef, c'est vachement bien.
Il y a Lucie Castet en live avec les victoires populaires sur YouTube. Non mais Raphaël, on ne fait pas de pub pour les autres lives sur un live. Ça fait partie des règles. Désolé de revenir sur le sujet, mais pourquoi le président fédéral d'Allemagne a, de mon ressenti, moins de pouvoir d'incarnation que n'a le président français? Parce qu'il ne procède pas du suffrage universel direct. C'est ça qui fait toute la puissance du président de la République en France, sous la Ve République, depuis 1962. C'est qu'il est élu directement par le peuple. Il a une légitimité tirée du suffrage le plus puissant. Salut TPK. euh... Quel est ton avis sur la non-nomination d'un ou d'une première ministre du NFP? Quoi? T'as quelques mois de retard, cher ami. C'est Lucie Castet qui a été désignée par le nouveau Front Populaire pour Matignon. Ah non, tu me demandes qu'est-ce que je pense du fait que Macron n'ait pas choisi Lucie Castet. J'en pense rien. J'en pense rien parce que je me dis que de toutes les manières, et c'est ce que je vous disais, Emmanuel Macron n'a pas perdu la main. Emmanuel Macron a un groupe de députés qui de toutes les manières aurait le pouvoir de dégager Lucie Castet. Donc il essaye de se dégager des marges de manœuvre pour avoir quelqu'un de plus coulant que Lucie Castet. Et on verra s'il réussit. Donc effectivement, un hypothétique Thierry Baudet, par exemple, pourrait être quelqu'un de plus coulant que Lucie Castet. Et si d'aventure ça le fait pas avec Thierry Baudet, peut-être qu'Emmanuel Macron sera contraint et forcé d'accepter de nommer Lucie Castet. Voilà. Donc je pense que Lucie Castet peut être nommée dans un second temps. C'est complètement possible. Qu'est-ce que tu penses que Macron ait Qu'est-ce que tu penses que Macron ait dissous l'Assemblée? Je pense que c'était une connerie. Je pense que c'était une connerie de la part d'Emmanuel Macron de dissoudre une Assemblée nationale qu'il n'avait pas besoin de dissoudre. Il avait une majorité relative, elle n'était pas très confortable, mais elle existait quand même, et ça lui a permis de gouverner depuis 2 ans. Il a voulu dissoudre, je vois pas très bien ce qu'il attendait de cette dissolution. Je vois pas dans quel... En réalité, je pense que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est probablement la meilleure situation dans laquelle il pouvait se retrouver après cette dissolution. Merci pour le sub offert à TPK, Gorouin, pardon. Donc, en réalité, je dis ça parce que dans quelle situation on aurait pu se retrouver après la dissolution? Bardella Premier ministre, avec une majorité absolue. Je sais pas qui Premier ministre avec le NFP avec une majorité absolue. Et la troisième solution, c'est celle dans laquelle on est. C'est-à-dire une situation où le Parlement est divisé, et quelles que soient les configurations, il y a les macronistes qui sont faiseurs de roi. Donc techniquement, Macron s'en sort pas si mal que ça, après avoir fait cette connerie de dissolution. Ça aurait pu être bien pire. Pour lui, je veux dire. Il espérait que la gauche soit divisée aux législatives. Ouais, effectivement, il espérait que la gauche soit divisée aux législatives et ça n'a pas marché. Et là, il continue à espérer qu'il va réussir à diviser la gauche. Et ça va peut-être marcher, je ne sais pas. C'est qui Thierry Baudet? C'est le président du Conseil économique, social et environnemental qui est pressenti, semble-t-il, pour arriver à Matignon dans les jours qui viennent. Enfin, la gauche, entre guillemets. Ah oui, non mais bienvenue, évidemment, du point de vue du NPA, c'est tous des mecs de droite, les gens du NFP, je suis d'accord avec toi. Mais du point de vue de Macron, ça s'appelle la gauche. Avec une partie d'extrême gauche d'ailleurs de son point de vue à lui.
Le report a beaucoup plus fonctionné du NFP vers ensemble que dans l'autre sens, malheureusement. Ouais, c'est vrai, il y avait la question des rapports de voix. Non, il y a clairement un Front républicain qui a fonctionné. Il est de quel bord politique Baudet? Eh ben, l'une de ses grandes qualités, c'est que c'est difficile à dire. C'est un homme de la société civile. C'est un homme qui a travaillé toute sa vie dans la mutualité. Il a été président de la Fédération française de la mutualité. Aujourd'hui, il est président de la troisième chambre constitutionnelle de l'État. Question bête, c'est quoi la mutualité? Le mutualisme. Le mutualisme est un mouvement politique, philosophique et économique qui vise à organiser des entreprises démocratiques pour permettre l'assurance mutuelle des membres de l'entreprise. On retrouve beaucoup ça dans la banque, les banques mutuelles, le crédit mutuel par exemple. On retrouve ça dans l'assurance, le mouvement des mutuelles, hein, la mutuelle générale des instituteurs de France, la Maif, la MGEN, et puis plein d'autres organismes mutualistes. On trouve ça dans la santé aussi, assurance santé. Donc c'est toutes les banques qui appartiennent à leurs clients, qui sont les banques mutuelles. Ce qu'on appelle les entreprises démocratiques. Les membres du collectif votent pour déterminer les orientations de l'entreprise. Dans le logement aussi, il y a des coopératives, ouais, c'est vrai, dans le logement. Des libéraux bonne conscience. Ouais, c'est des libéraux bonne conscience, les mutualistes, ouais. Oh, putain. 2 siècles d'histoire de la gauche pour en arriver à ça. Allez, courage. Courage, la gauche. La retraite aussi, c'est mutualiste. Alors, l'assurance retraite, non, mais la sécurité sociale est venue organiser tout ça et faire entrer tout ça dans des régimes légaux. Mais historiquement, au cours du 19e siècle, les premières caisses de solidarité, les caisses ouvrières, etc., les coopératives diverses et variées, c'était de droit privé. Hein. C'était des gens qui créaient ça entre eux et qui créaient une assurance santé mutuelle. Ils disaient, bon, on va tous mettre de l'argent dans le pot, et quand on a des problèmes de santé, on prend dans le pot pour payer nos dépenses de santé. Ça s'appelle une assurance mutuelle. Le gouvernement, ça peut pas être mutualiste? Non, pas du tout. Il y a encore plein de pays européens où la retraite fonctionne comme ça. Ouais, c'est les retraites. Alors, c'est pas nécessairement de la capitalisation comme aux États-Unis, où c'est plutôt une logique assurantielle, mais par contre, c'est facultatif. Et c'est ça la différence avec la spécificité de la sécurité sociale française, c'est que la sécurité sociale française, elle est obligatoire. Vous n'avez pas le choix d'être affilié à la sécurité sociale. C'est un système qui est jugé beaucoup plus juste. Parce que sinon, on sait comment ça se passe, les plus pauvres n'ont pas les moyens de se payer une mutuelle. Donc tu peux te féliciter d'avoir un système mutualiste, mais en fait, si tu as toute une partie de la population qui en est exclue, bah, c'est pas ouf, niveau justice sociale. J'ai pas compris pourquoi on parle du mutualisme. Parce que Thierry Baudet, le peut-être futur Premier ministre, a été président de la Fédération française du mutualisme. Ou de la mutualité française, je sais plus comment ils l'appellent leur organisation. Donc c'est ça la spécificité de la sécurité sociale, c'est le caractère obligatoire. Et rappelez-vous la guerre que ça a été aux États-Unis quand Barack Obama a essayé de mettre en place l'Obamacare, qui n'est pas une sécurité sociale, mais qui a un système obligatoire. Tout le monde doit être affilié, tout le monde doit être protégé. Et les assurances, alors là-bas elles sont privées, avaient l'obligation par la loi de proposer des plans santé pas chers.
Et ça a été une guerre contre les républicains, etc. Mais donc vous voyez qu'aux États-Unis, on en est encore très très loin. Nous, en France, on a eu toute l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement mutualiste, etc., qui petit à petit, brique par brique, a donné naissance à l'État-providence à partir de 1946, la sécurité sociale, etc. Mais et dans d'autres pays, ils sont pas passés par toutes ces étapes, loin de là. Ça a bidé l'Obamacare. Non, ça a pas bidé l'Obamacare. L'Obamacare a été vidé de sa substance par Trump. Il a été élu président de cette mutualité ou nommé. Bah, c'est un système démocratique, je suppose. La fédération des mutuelles, c'est les mutuelles qui se mettent ensemble pour, je sais pas. Donc oui, oui, ils doivent voter, ouais. Je suppose qu'il a été élu. Hmm. La retraite doit redevenir une aide indemnitaire pour les plus démunis. Il existe suffisamment de produits financiers aujourd'hui pour s'en sortir. Une aide indemnitaire pour les plus démunis. Bah, c'est le minimum contributif et le minimum retraite que tu décris. Ou alors tu parles d'un système d'assurance privée où chacun se démerde, chacun pour soi. C'est peut-être ça. Il y a des gens qui défendent ça. Hein. Il y a des gens qui défendent effectivement la disparition de la sécurité sociale et la mise sur le marché des produits assurantiels. En disant chaque citoyen français, c'est notamment les libéraux qui disent ça, les Alain Madelin, etc., ce genre de libéraux-là, qui disent chaque Français doit pouvoir être libre de décider de son assurance retraite, de son assurance santé, de son assurance habitation, de son assurance automobile, de son assurance machin, vol de vélo. Et les entreprises d'assurance doivent pouvoir proposer des produits librement et chacun, voilà. Hmm. Comment ça, les pauvres ont rien? C'est ça. Les pauvres, par contre, on est désolé. Hein. Ah, vous avez un papa de santé? Ah, c'est dommage. Ah, mais vous n'avez pas la bonne police d'assurance. Ah, bah, du coup, c'est le décès. Hein. Ah, vous n'avez pas de prévoyance décès? Bah, on va vous mettre dans un cercueil en bois de cagette, puis on va vous déposer dans un sous-bois. Donc, bref, pourquoi on parle de ça? Ah oui, parce que Thierry Baudet a été le président de ce mouvement mutualiste. Le mutualisme, c'est pas lié aux défaillances de l'État. Alors ça aussi, c'est une discussion absolument fascinante à avoir. euh, qui d'ailleurs existe. Est-ce que c'est à l'État de prendre le pouvoir sur la sécurité sociale? Est-ce que c'est à l'État d'être l'assureur des Français ou est-ce que c'est aux Français d'être leur propre assureur? Oui, point final. Ok. Donc ciao la CGT, cassez-vous, vous n'avez plus votre mot à dire. Maintenant c'est l'État qui dirige. Une manière de voir les choses. Là aussi, 200 ans de socialisme pour en arriver là, c'est dur quand même. Hmm. Hmm. Nationalisation ou coopérative des falafels, on en revient toujours à ça. Ah ça, exactement. Exactement.
Mais d'ailleurs, vous savez que l'État intervient dans les affaires de la sécurité sociale depuis les années 70, je crois. Avant, c'était pas le cas. Et pourquoi est-ce que l'État s'est mis à intervenir dans les affaires de la sécurité sociale? Pourquoi est-ce que chaque année, les députés votent une loi de financement de la sécurité sociale? Il y en a un qui a la bonne réponse. C'est effectivement pour régler la dette. Parce que parce que les organismes de sécurité sociale sont déficitaires. Donc en fait, l'État vient généreusement au secours de la sécurité sociale chaque année en lui abondant plusieurs milliards pour l'aider à payer simplement euh, les assurances des Français. Alors pourquoi l'État fait ça? C'est pas parce qu'il est gentil. L'État fait ça parce qu'il en a besoin et parce que la sécurité sociale est un pilier nécessaire de la vie économique du pays. C'est une des méthodes pour mener une politique économique dans un pays que d'avoir la main sur les cotisations et le montant des prestations. C'est donc pour ça que l'État met son nez chaque année dans la sécurité sociale et que parfois l'État annonce des réformes de l'assurance maladie, de l'assurance retraite, je vais pas vous l'apprendre, etc. Mais sinon, c'est pas l'État qui gère, hein, c'est la Sécu. Et la Sécu, elle est paritaire, donc elle est gérée par les partenaires sociaux. Le jour où la dette sera réglée, l'État se retirera. Bah, en toute logique, oui. Et les partenaires sociaux qui géreront les durées de cotisation, les montants de cotisation, etc. La dette sera jamais réglée. Ah bah la dette de la Sécu, là, je vous confirme elle va pas bien, hein. Heureusement que l'État est là pour l'aider à emprunter. Après, enfin bon, pour le coup, on a inventé un système mixte en France, hein. Ce sont les cotisations des salariés qui financent les caisses, plus la participation de l'État. En gros, c'est ça. L'État participe au financement des caisses. Euh, il vient abonder lui aussi le budget. Et les cotisations patronales. Oui, tu as raison, pardon, il y a aussi les cotisations patronales obligatoires, qui elles aussi financent les caisses. Donc les salariés payent deux fois? Non, parce que les ressources de l'État ne sont pas seulement les impôts et les taxes. C'est un impôt direct et indirect, c'est pareil in fine. Alors c'est pas pareil parce que c'est pas la même chose que les impôts. Les cotisations, c'est pas la même chose que les impôts. Par contre, comme ça pèse de la même manière, on appelle ça les contributions obligatoires, les prélèvements obligatoires. Quand on utilise le mot prélèvement obligatoire, c'est un mot valise dans lequel on rentre les impôts, les taxes et les cotisations. Parce qu'au final, comme on est obligé de tous les payer, bah, dans tous les cas, c'est obligatoire. Donc on appelle ça les prélèvements obligatoires. L'argent de l'État, c'est l'argent du peuple. Alors, non. Non. C'est l'argent qui est prélevé sur les impôts et les taxes qui touchent tout le monde, mais pas seulement le peuple, hein. Et c'est aussi beaucoup l'argent qu'on emprunte.
Ça touche qui hors le peuple? Bah, les entreprises qui payent des impôts, toute la vie économique, les consommateurs, il n'y a pas que le peuple, les touristes. Touristes qui viennent, qui payent un café dans un café à Paris, bah, ils payent la TVA dessus. Hein. Donc ça, c'est toute la vitalité économique, les échanges économiques. La population et les entreprises, donc bon, le travail du peuple, quoi. Alors je suis désolé de t'apprendre que c'est pas le peuple qui détient les entreprises, c'est les actionnaires. Et c'est pas le peuple, les actionnaires. Ça, on peut se le dire, hein, je pense. Hmm. Qui fait la thune des entreprises? Bah, les capitaux, les investissements, le matériel, le travail des salariés et l'argent des consommateurs qui achètent à l'entreprise. Enfin, je sais pas, c'est les ressources d'une entreprise, quoi. C'est pas. C'est ça qu'on apprend en SES. Les aides de l'État. Ouais, les aides de l'État, c'est vrai, t'as raison. La richesse des entreprises, c'est aussi les subventions de l'État, ouais. Ouais, c'est vrai. Euh... ouais. Donc ça revient au même finalement. C'est les mêmes qui payent des impôts. Bon, écoutez les amis, moi je pense que demain, il y a moyen qu'on ait un live surprenant. Dès qu'il y a un Premier ministre qui pop, je lance un live. Attends, je regarde juste, c'est quoi mon emploi du temps demain? Que dalle, parfait. J'ai que dalle demain. Donc demain, je mets mon réveil à 6h30. Je garde les yeux comme ça ouverts sur l'écran. Et dès qu'il y a un Premier ministre qui pop, bam, je balance un live. Ça vous va? On fait ça? Donc pas de live. Ah, oui, non, t'as raison. Alors si on nomme personne, je lance un live quand même. On continue à rien avoir à dire. Merci le stream pendant les jours de congé, c'est fort apprécié. Mais de rien. Merci à toi. Demain sûr de la date butoir. Ah non, 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 c'est pas sûr du tout que ce soit nommé demain. Hein. C'est pas sûr. Écris déjà le titre du live. Bah, je l'ai déjà écrit, hein, j'ai juste à changer le point d'exclamation, le point d'interrogation par un point d'exclamation. Oh, ça va, on rigole. Allez, Lucie Castet, demain, elle est nommée première ministre. Sur ce, bonne soirée, chers amis. Merci d'avoir été avec moi. À demain. Ciao, bye.